Donc bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, on va parler du token JWT. Alors déjà, rien que dire token JWT en soi-même, c'est un peu une aberration parce que JWT, ça veut dire JSON Web Token. Donc en fait, quand on dit token JWT, on parle de token JSON Web Token. Donc on répète deux fois token, ce qui n'est pas nécessairement logique. Qu'est-ce que c'est un JWT? Ben, pour le comprendre, la meilleure façon, c'est d'aller voir sur Google et trouver les explications. Alors c'est ce que je vais faire, je vais taper JWT. On a le site JSON Web Token qui est ici, qui est le site qui justement parle du JWT, comment il est construit, à quoi il sert, etc. Il est basé sur la norme donc RFC 7519, vous pourrez la lire si vous voulez, mais ça peut être assez intense à lire, hein, une norme. Je ne sais pas si vous en avez déjà lu, mais j'en ai déjà lu pas mal, ça peut être compliqué. Donc un JWT, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça, c'est ce qu'on a ici devant les yeux. En fait, on a une partie encryptée et une partie décryptée. Et ça va nous servir à sécuriser des données. Le concept, c'est que généralement, on travaille dans le web avec un back-end et un front-end. Le back-end, dessus, les personnes n'ont pas vraiment accès au code et on peut exécuter ce qu'on veut. C'est relativement sécurisé si on met en place les sécurités nécessaires. Le front-end, par contre, toutes les données sont en clair et toutes les données sont accessibles à n'importe quel utilisateur. Il suffit d'aller dans les outils de développeur de votre navigateur pour, par exemple, retrouver tout le HTML, mais aussi tous les fichiers JavaScript. Vous pouvez retrouver dans l'application le local storage avec les données enregistrées, etc. Donc vous avez vraiment toutes les infos accessibles à n'importe qui. Et il se peut qu'on ait besoin d'envoyer des informations au front-end qui doivent être sécurisées. Il faut que ces infos puissent être sécurisées et que l'utilisateur ne puisse pas les lire, ne puisse pas les modifier et ne puisse pas nous en envoyer des fausses. Le JWT, il sert à ça. Il sert à sécuriser les données. Ces données, c'est ce qu'on va retrouver ici dans le payload. Donc quand on va construire un JWT, on va renseigner des données dans ce qu'on appelle le payload. Le payload, donc, ce sont les données à renseigner. Ça peut être n'importe quoi. On peut mettre tout ce qu'on veut dans le payload. On peut mettre des identifiants d'utilisateurs, mais aussi des informations diverses et variées. C'est vraiment tout ce qu'on veut au format JSON. Et dans le JWT, pour le construire, on a besoin de deux autres parties. Il y a le header, qui lui est une partie qui va contenir en fait les informations du token en lui-même. Donc comment il est construit, avec quel algorithme. Alors l'algorithme, c'est celui qui va permettre d'encrypter le token pour obtenir la partie de gauche. Aussi quel type de token, là on fait du JWT, donc c'est JWT, mais il existe d'autres types de tokens. Et on peut avoir d'autres informations d'entête, comme par exemple le temps, la durée d'expiration du token ou ce genre de choses. On peut avoir beaucoup de choses dans les entêtes. Et on a une troisième partie, c'est celle qui nous permet de vérifier et de conserver l'intégrité des données. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ça. En fait, cette partie signature, elle reprend le header et le payload qu'on a ici. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux peut-être. Et du coup, elle va encoder ce header et ce payload en ce qu'on appelle de la base 64. C'est un format de caractère. Et une fois que c'est encodé, elle va les concaténer. Donc on voit un plus avec un point entre deux. Et elle va les encrypter avec l'algorithme comme le reste. Du coup, on se retrouve avec les trois parties. La première, les entêtes qui permettent de préciser les informations du token. La deuxième, ce sont les informations du token que l'on veut sécuriser. Et la troisième, c'est en quelque sorte la somme de la première et de la deuxième partie. On encrypte le tout et on envoie la donnée, enfin le token encrypté au front-end. Donc le front-end, lui, il reçoit cette donnée-là. Vous voyez qu'on retrouve les trois parties. On a la couleur qui est définie ici. On a le header qui est ici. On a un point qui permet de séparer. Oula. On a ensuite le payload et on a ensuite la signature. Donc on a bien les trois parties qui sont dans le token encrypté. Ce que ça va faire, c'est que le front va conserver ce token encrypté et pour certaines requêtes, on va envoyer le token pour que le backend puisse récupérer ces informations. Et ce que va faire le backend, c'est dans un premier temps, il va décrypter le token. Donc toute cette partie-là, il va la décrypter pour réussir à récupérer les trois parties. Ensuite, il va, euh, il va vérifier la signature. Donc en fait, il a la troisième partie qui a été décryptée, qui avait déjà été calculée avant. Il va la recalculer. Donc en fait, il va reprendre le header et le payload qui ont été décryptés. Il va refaire la somme de la même façon. Et il va voir si cette somme correspond bien à la signature qui a été décryptée. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'en fait le token n'a pas été altéré, il n'a pas été modifié.
Et si jamais un utilisateur essaie de modifier ici le token qui est encrypté, et ben en fait la signature ne correspondra plus à la somme du header et du payload, et donc on saura que le token est altéré et qu'il n'est plus utilisable, il est plus valable dans ce cas-là. Et voilà un peu l'idée. Donc en fait, ça permet vraiment de sécuriser les données, on les encrypte, on empêche l'utilisateur de pouvoir modifier ces données, et du coup, quand il va nous les renvoyer, on est sûr que ces données sont sécurisées. Alors comment on met ça en place? Alors on va le mettre en place avec Node.js, mais il faut savoir qu'on peut le faire avec plein de langages. Le JWT est valable sur plein de langages et plein d'applicatifs différents, comme le .NET, le Python, le PHP, le Node.js, le Java, etc. Donc pour le mettre en place, alors j'ai déjà prévu une toute petite architecture d'application Node.js. On a juste un serveur et un app, et j'ai prévu un fichier de route. Le fichier de route, l'idée c'est déjà qu'on commence par créer une route d'authentification qui va nous permettre donc de générer le token. Donc on va faire un router.post / login. Alors juste pour préciser, la route je l'ai chargée avec /API/user. Et du coup on va lui préciser derrière que quand on fait un post, on va aller appeler le user controller.login. Dans mon contrôleur, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Donc je vais prévoir une méthode export.login, .s d'ailleurs, égale, hop. Et ici, je vais pouvoir récupérer donc les données qui sont dans le body. Rec.headers. Ah oui, j'ai oublié ici. Donc rec.body. Ça, ce sont les données qui vont être envoyées dans le corps de la requête. C'est là-dedans qu'on va envoyer du coup l'email et le mot de passe pour vérifier. Alors je ne vais pas faire toute une connexion avec la base de données, avec le mot de passe encrypté et tout. On va faire quelque chose de simple pour montrer comment fonctionne le JWT. Donc on va faire rec.body.mail égale training dev. Donc on va faire contact@trainingdev.fr et rec.body.password égale training. À ce moment-là, c'est qu'on est connecté. Et sinon, on va tout simplement retourner une erreur. Donc res.statut. On va mettre un 401. JSON. Message. Login ou mot de passe incorrect. Et si tout se passe bien, à ce moment-là, on va générer un JWT. Alors JWT, je ne l'ai pas encore du tout installé, donc déjà, l'idée c'est d'installer la librairie. Donc je vais faire un npm install jwt-save pour installer la librairie. Et là, il y a une erreur. N'est pas reconnu en tant que commande interne. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, modèle caméra. Alors, j'ai dû me tromper dans la commande. Je vais la récupérer. npm jwt. Ça doit être JSON Web Token. Ouais, c'est ça. C'est pas JWT, c'est JSON Web Token. Hop. Donc npm install JSON Web Token. J'ai oublié le --save. Il est important, il permet d'ajouter la librairie que vous venez d'installer dans le paquet JSON. Donc là, j'ai JSON Web Token qui a été ajouté dans le projet. Donc dans mon contrôleur, je vais commencer par l'importer. Donc let jwt égale require JSON Web Token. Et donc ici, je vais pouvoir générer mon JWT. Donc je vais faire un let token égale jwt.sign. Et dans le sign, il y a plusieurs paramètres à passer. Le premier, c'est le payload, si ça vous rappelle quelque chose, c'est donc les données qu'on veut sécuriser. Donc là, par exemple, je vais mettre simplement un user ID à 10. Je mets des données en brut, on pourrait utiliser des données de base de données, mais ce n'est pas vraiment l'objectif aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième paramètre à passer. C'est un secret or private key. Ça, c'est une clé qui va permettre l'encryptage. Parce que ce qu'il faut savoir, si je reviens sur le site de tout à l'heure, on encrypte les données, donc on encrypte l'ensemble de ces données-là pour donner le token encrypté.
en utilisant l'algorithme SHA-256. Sauf que cet algorithme, ben, il est très connu sur Internet, il est très utilisé. Donc n'importe qui pourrait essayer de décrypter le token avec SHA-256. Il verrait les données décryptées, il pourrait les modifier, modifier la signature, réencrypter, et nous renvoyer le token qu'il a modifié encrypté, et nous on s'en rendrait pas compte, parce que la signature est valable, les données sont correctes, le format tout va bien, et donc ça pose problème. Donc ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un salt. C'est une clé, généralement une chaîne de caractères, qui va ajouter de la complexité à l'algorithme d'encryptage. Et du coup, cette clé, il faut qu'elle soit difficile à trouver, parce que pour décrypter la chaîne, il faudra non seulement l'algorithme, mais aussi la clé en question. Et il faut les deux pour réussir à décrypter, et si l'utilisateur essaie de décrypter avec juste l'algorithme, il n'arrivera jamais à retrouver les données, donc pas à les modifier et pas à nous envoyer un token altéré. Donc il faut une chaîne qui soit sécurisée, difficile à trouver. Euh, alors on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, mais généralement, moi, ce que je recommande, c'est d'aller en ligne, chercher MD5 online. MD5, c'est pour faire des hashes, donc c'est un peu comme de l'encryptage, mais pas tout à fait pareil. Et là, on peut taper une chaîne, par exemple, je vais taper test live JSON web token. Je hash la chaîne, je récupère le hash qui est ici, et je vais me servir de ça comme clé d'encryptage. Ça devrait pas être très facile à trouver. Et encore, MD5, c'est pas vraiment le top. Faire du base 64 online, ça fait beaucoup plus de caractères, ça peut faire beaucoup plus de complexité. Des codes, des codes. Je vais aller sur un code plutôt. Donc line JSON web token. En code, voilà, ça me donne une chaîne comme ça. Je vais me servir de ça pour encrypter. Donc je vais lui passer ce paramètre là. Et après, on peut mettre d'autres options potentiellement, mais on voit que option, il y a un point d'interrogation, c'est pour dire tout simplement que c'est pas obligatoire. Donc on peut en mettre, mais moi je vais pas en mettre pour aujourd'hui. Donc on a généré notre token. Et je vais faire un res.statut 200 pour retourner une réponse du serveur JSON, et dedans je vais mettre mon token. On va aller tester ça, donc je vais commencer par lancer le serveur, voir si tout va bien. Node serveur. Il a l'air de bien se lancer. On va aller sur un outil de test d'API. Donc Talend API que j'utilise pas mal, il est plutôt bien. Je vais faire un project, du coup live JWT. Move, hop, JWT add request. J'ai une nouvelle request, donc je vais l'appeler login. Et je vais aller faire ma requête. Donc on était sur localhost 3000 /API /user /login. C'est une requête en post dans laquelle j'ai besoin d'avoir dans le body un email. Je vais rien mettre pour l'instant. Et un password. Pareil, je vais rien mettre. Je vais déjà envoyer la requête comme ça. On va voir ce qui se passe. Hop, je récupère un 401 unauthorized, login ou mot de passe incorrect. Je vais mettre les bons logins ou mots de passe. Donc contact@training-dev.fr et le password c'était training. Je renvoie la requête. Et là j'ai encore une erreur, login ou mot de passe incorrect. J'ai dû faire une faute. Contact@trainingdev.fr training. Ça m'a l'air bon pourtant. Alors je vais aller débugger. J'ai appliqué le debug sur mon application. Je peux mettre un point d'arrêt ici. Je vais envoyer la requête et du coup je peux voir ce qui se passe ici. Je vais regarder donc ce qui se passe. Il veut bien. Il a l'air d'être en difficulté. Je vais attendre un tout petit peu, ça va arriver. Voilà. Donc dans mon rec body, j'ai bien email et password. Email contacttrainingdev.fr et password training. Donc si je teste ça, hop, evaluate in debug console false. Alors
Alors ça c'est étonnant. Ah, c'est email et pas mail. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il manquait un E ici. Hop, j'enregistre, je vais relancer mon serveur. Donc je renvoie la requête. Je vais enlever le point d'arrêt. Je suis désolé, c'est un petit peu long, j'ai beaucoup de choses qui tournent sur le PC, donc il y a un peu de mal, mais ça va arriver. Hop. Et cette fois-ci, j'ai bien un 200 OK et je récupère bien mon token. On voit donc que c'est le token encrypté. Et là, je vais essayer juste pour vous montrer. Hein. Decrypt SHA 256. Et j'essaie de décrypter mon token. Je vais lui coller ici la chaîne. Decrypt. Il essaie de trouver ce qu'il peut, mais il n'arrive pas à trouver grand-chose. Nos résultats, voilà. Et si j'avais pas mis de clé d'encryptage, ou si j'avais mis une clé d'encryptage trop facile à trouver, il aurait été capable de me décrypter le token très facilement. Donc maintenant que mon token est généré, je vais faire une deuxième fonction. Alors là, je vais faire un middleware cette fois-ci, qui va permettre de vérifier le token. Je vais l'appeler hot.js par exemple. Ici, je vais avoir besoin de JWT. Et je vais avoir besoin de une méthode, donc export. J'ai un petit doute. Je vais vérifier ça. Alors, j'ai plus d'exemple. J'ai un doute sur la façon de faire ça. Et l'idée ici, donc, c'est de vérifier le token pour vérifier que le token est valide, qu'on arrive à le décrypter, qu'il n'a pas été altéré et pouvoir récupérer les informations qui ont été sécurisées à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est un module .export égale rec next. J'ai oublié la flèche. Dans lequel on va faire un try catch. Alors le try catch, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ça sert en fait à tenter d'exécuter un code. C'est le code qu'on va mettre dans le try. On essaye d'exécuter le code. Et si jamais à un moment donné, il y a une erreur qui se produit dans le code, l'exécution va s'arrêter dans le try et on va passer directement dans le catch pour exécuter le code du catch. Donc ça peut être pratique pour gérer les erreurs. L'idée ici, c'est dans un premier temps de récupérer le token. Donc on peut faire const token égale rec.headers.authorization split. Alors je vais vous expliquer ça très rapidement en préparant la requête justement que je vais utiliser après. Donc celle-là, je vais l'enregistrer. Je vais ajouter une nouvelle requête. Donc celle-là, je vais l'appeler test hot. Ici, l'idée, c'est de faire un localhost 3000 API/user/test en get. Et dans cette requête-là, en fait, on a besoin d'envoyer les informations d'authentification. Et ces informations, on va les envoyer dans les headers de la requête. Donc on fait un add header. Généralement, le token d'authentification, on va le passer dans une entête qu'on appelle authorization. Il me le propose tout de suite. Et pour préciser que c'est un token, on écrit bearer espace et on met le token. Donc bearer espace le token. C'est ça qui est important. Et ici, du coup, bah, c'est ce qu'on va récupérer. Donc on récupère la requête, on récupère les entêtes de la requête, on récupère l'entête autorisation de la requête, et on va splitter, c'est-à-dire qu'on va séparer la chaîne en deux par rapport à un caractère. Et le caractère, c'est l'espace. Donc en fait, ça va nous permettre de séparer le bearer
de la valeur token qu'on a envoyée. Et donc ce split va nous donner un tableau dans lequel la case 0 sera bearer et la case 1 sera le token. Donc c'est pour ça qu'on précise 1 pour récupérer bien le token en lui-même et pas toute la chaîne bearer espace token. Et ensuite on va aller vérifier le token. Donc on va faire un jwt.verify cette fois-ci. Lui il permet de vérifier le token. Donc on lui passe le token en question. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on va aussi passer la clé qui a permis d'encrypter et donc qui permettra de décrypter le token. Donc c'est cette clé ici. Je lui passe exactement la même, sinon il n'y arrivera pas. Et ce qui est pratique, c'est que JWT Verify en lui-même, il va faire un ensemble de vérifications. Et s'il y a une seule vérification qui pose problème, il va lever une erreur. Et s'il lève une erreur, vu qu'on est dans un try-catch, on va donc directement passer dans le catch. Donc je peux mettre directement ici après Next. Et donc le Next ne va s'exécuter et donc permettre au routeur, on va y revenir juste après, d'exécuter la suite que si JWT Verify s'est bien passé. S'il y a un problème, on ne fera pas le Next, on va passer dans le catch. Donc dans le catch, je vais faire un res.statut 401.json message token d'authentification invalide. Hop, pour retourner une erreur dans le cas où le token n'est pas valide. Je vais rajouter la route parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc dans cette route, cette fois-ci, on a dit que ce serait un get, que ce serait la route test. On va appeler le middleware d'authentification. On va ajouter le chargement de ce middleware, sinon on ne pourra pas l'utiliser. Donc, hop. Middleware slash hot. Hop, hot. Et on va appeler user test. Et dans le contrôleur, on va donc prévoir une méthode test. Donc export.test. Celle-là, elle va rien faire du tout. C'est juste pour tester le middleware que on va faire ça. Donc je vais juste mettre un retour directement. Res.statut 200.json message. Vous êtes bien authentifié. Hop, on va aller tester tout ça déjà, voir ce que ça donne. Donc je vais aller dans ma request de test. Ici, j'ai pas encore mis le token. J'envoie la requête. J'ai pas relancé mon serveur, donc ça ne peut pas fonctionner. J'ai une erreur. Router route ligne 202 message router.get require a callback function but got an object. Dans user controller, j'ai bien export test. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Non. Module.export avec un S, c'est ça qui manque. Hop, je relance mon serveur, cette fois-ci il se lance bien. Je vais aller exécuter ma requête. Et j'ai un 401 unauthorized, token d'authentification invalide. Je n'ai pas passé le token, donc c'est normal. Je vais aller régénérer un token, donc je fais une authentification, je récupère mon token, je vais dans le test d'authentification, je colle mon token, je fais un send, et cette fois-ci j'ai un message, vous êtes bien authentifié. Et si jamais j'essaie de modifier mon token pour modifier les valeurs, par exemple je retire un caractère, je fais un send, à nouveau j'ai un token d'authentification invalide. Donc j'ai bien réussi à sécuriser des données. Et alors il y a encore deux petits trucs à voir en termes de sécurité, mais jusque-là déjà on a bien sécurisé des données, on est bien capable de récupérer et vérifier que ces données sont bien sécurisées côté backend. Le truc maintenant, c'est que ces données, on va en avoir besoin, on peut en avoir besoin pour beaucoup de choses. L'idée, c'est de pouvoir les rendre accessibles. Alors, on a un middleware qui permet de gérer le décryptage du token. Ce serait dommage qu'à chaque fois qu'on ait besoin des données du token, on redécrypte le token. Pour info, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, ce verify, il va retourner une donnée quand tout se passe bien. En fait, il va retourner le payload, donc les données qu'on avait encryptées dans le token. Donc le JWT verify, on peut enregistrer ces données quelque part. Donc, on peut par exemple faire un let token payload égal. Là, on récupérera le payload. Je peux vous montrer d'ailleurs en debug. Je vais mettre un point d'arrêt ici.
Faut que je relance mon serveur, vu que j'ai modifié. Hop. Je vais aller exécuter. Hop, donc je vais remettre comme c'était. Là, je suis en debug. Bon, je vais devoir encore attendre un petit peu parce que mon PC est lent, mais ça va arriver. Voilà. Et si je passe ma souris sur token payload, là je retrouve donc mon payload avec user ID 2.10. Le IAT est toujours présent dans le payload du token, c'est JWT qui l'intègre automatiquement, et toutes les autres données, en fait, vous allez les retrouver en dessous. Donc j'ai bien mon user ID égale 10, c'est ce que j'avais encrypté dans le token ici. Le truc, c'est que ces données, le let token payload, il est valable que ici à l'intérieur de cette fonction, et on ne peut pas l'utiliser ailleurs. Un truc qu'on peut faire, c'est de le mettre dans une variable qui est accessible partout, et pas n'importe laquelle, la variable rec. Cette variable, elle représente la requête qui a été envoyée par le client, donc le navigateur ou l'outil de test d'API. Et donc, c'est dans cette variable rec qu'on a toutes les données de la requête, y compris le token encrypté qu'on retrouve dans rec headers d'autorisation. Donc, c'est pas déconnant d'utiliser rec pour pouvoir stocker les informations du token qui ont été décryptées. Et cette rec, elle ne sera valable que sur le backend durant l'exécution de la requête, et après, ça n'existera plus. Donc on peut faire tout simplement rec.token égale jwt-verify. Comme ça, si tout se passe bien, on aura le payload qui est enregistré dans rec.token, et si on a une erreur, on passera toujours dans le catch ici. Et du coup, dans mon contrôleur, ici au niveau du test, j'ai rec qui est disponible ici. Donc je peux très bien compléter le message en rajoutant avec l'id rec.token.user.id. Je vais relancer mon serveur. Je vais renvoyer la requête. Et là, j'ai une erreur parce qu'il n'est pas encore bien lancé, a priori, ou il y a une erreur au lancement. Il y a une erreur au lancement. Qu'est-ce que j'ai fait? Cannot read property token of undefined. Ah bah oui, c'est un plus. Hop, je relance. Je renvoie ma requête. Et là, j'ai le message, vous êtes bien authentifié avec l'ID 10. Donc dans mon contrôleur, je peux réutiliser les données du payload du token directement en faisant rec.token. La valeur que je veux récupérer. Ça, c'est très pratique. Il y a une dernière chose à laquelle il faut faire attention pour la sécurité. On a parlé tout à l'heure d'utiliser justement une clé d'encryptage. Sauf que ce code, dès que vous allez l'envoyer sur GitHub ou sur un repository en ligne qui vous permet de stocker votre code, la clé, elle sera disponible à tous ceux qui accèdent au repository. Donc au final, la clé n'est pas tellement secrète et quelqu'un qui connaît la clé sera capable d'utiliser votre site et de décrypter un token pour modifier ces informations. Ça peut permettre par exemple de gérer des droits d'accès ou ce genre de choses et du coup hacker entièrement votre site. Donc il faut que cette clé soit sécurisée et qu'elle ne soit pas disponible en ligne. Pour ça, il y a un module qui existe qui s'appelle le .env. Donc on va faire un npm install .env-save. Hop, le .env est installé. Ça consiste en création d'un fichier .env. Alors on peut en créer plusieurs selon les environnements sur lesquels on travaille, la dev, la prod, etc. Pour avoir des configurations différentes selon si on est en train de développer en local ou si l'application doit s'exécuter en ligne. Je vais en faire qu'un seul, mais sachez que c'est possible. Et ici, on peut en fait définir tout ce qu'on veut. Il suffit de définir un nom de constante et la valeur qui est associée. Alors généralement, par convention, on va écrire les noms de constantes en majuscules entièrement. Donc là, par exemple, je veux la clé de token, donc je vais créer une constante token key, et je vais lui mettre pour valeur la clé que j'avais ici. Hop, j'enregistre. Ici, il faut que je charge le .env, donc require de mémoire. Alors je vais chercher sur internet parce que je ne le connais pas par cœur, mais on peut le trouver très facilement, donc .env npm. On retrouve la page du .env. Là, il explique un peu installer comme on l'a fait. Ensuite, pour l'utiliser, il suffit de faire require.env.config, donc c'est ce que je vais faire ici. Et ensuite, on peut réutiliser les variables en faisant, comme précisé sur la doc, process.env, comme ici. Donc process.env, le nom de la variable qu'on a créée dans le fichier. Donc moi, j'ai créé une variable token key. Donc ici, je vais utiliser process.env.token key.
Et pour avoir la même clé de l'autre côté sans qu'elle soit visible, dans le hot, je vais faire exactement pareil. Donc require mon .env et je vais réutiliser le process.env.tokenKey. Là, ça c'est sécurisé. Le truc, c'est que là, généralement, les applications Git empêchent l'envoi du fichier .env. Et de toute façon, par mesure de précaution, il est toujours mieux de faire un fichier git ignore dans lequel on va préciser ./.env ou juste .env pour préciser que ce fichier doit être ignoré par Git et donc ne doit pas être envoyé sur les repositories. Comme ça, ce fichier, vous l'avez en local, vous l'avez sur vos serveurs, mais il n'est jamais sur Git. On va retester rapidement ça juste pour vérifier que tout fonctionne toujours bien. Donc notre serveur, je retourne ici, je vais renvoyer une requête de test et j'ai toujours un 200 OK, vous êtes bien authentifié avec l'ID 10. Et si j'essaie d'altérer mon token, je scène token d'authentification invalide. Voilà, on a fait le tour du token JWT. Petit résumé pour bien tous se souvenir, le token JWT, ce sont des données qui sont encryptées. L'objectif, c'est de pouvoir sécuriser des données et garantir que l'utilisateur ne va pas modifier ces données. Le tout avec la signature. Et on a vu qu'on pouvait l'utiliser très facilement d'un côté avec le jwt.sign pour créer un token au niveau du contrôleur par exemple, ici, où on lui précise des données et une clé d'encryptage, et éventuellement des options supplémentaires. Et au niveau d'un middleware, on peut vérifier le token qui est envoyé par la requête pour vérifier s'il est bien valide et renvoyer une erreur si jamais il y a un problème, et aussi conserver le payload du token qui a été décrypté pour pouvoir l'utiliser plus tard dans les contrôleurs.